Donald Trump nous a encore fait le coup de faire mentir les sondeurs qu'il voyait loin derrière dans les intentions de vote. Et bien que les résultats finaux ne sont pas encore connus ou ne seront pas encore connus avant un certain temps, la vague bleue que prédisaient plusieurs sondages s'est pas matérialisée pour une deuxième fois de suite. Comment ça peut être possible? On aborde la question avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. D'après toi, comment est-ce qu'on peut expliquer un aussi grand écart entre les prédictions et les résultats qu'on a vus cette semaine? C'est vrai que les écarts étaient quand même assez importants. Juste pour vous donner un exemple, la firme de sondage YouGov, qui a quand même une bonne réputation, la veille des élections, prédisait encore Joe Biden en avance de 11% sur Donald Trump, alors que la réalité va être plus entre 2 et 3%. Il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer cet écart de vote-là, et justement, on va commencer à en parler un petit peu. Tout d'abord, c'est connu que les républicains sont moins enclins à donner leur opinion politique lors des sondages téléphoniques. Il y a des études qui ont vraiment chiffré ça, et ce serait environ 12% des républicains qui donneraient pas leur opinion politique. Ça, c'est pour vraiment différentes raisons. Il y en a qui font tout simplement pas confiance aux médias et qui veulent pas leur dire la vérité ou qui vont leur mentir. Et il y en a aussi du monde qui sont plus enclins, sont gênés de voter pour Donald Trump. On le sait, les nouvelles, nous autres, c'est qu'avec le Trump bashing qu'il y a, entre guillemets, il y en a qui ont honte. Un petit peu comme au Québec, avec le Parti libéral, dans le temps qu'il y avait plusieurs allégations de corruption, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec le programme, mais ils veulent pas être associés au personnage. Donc, ceux-là vont sûrement garder leur opinion pour eux et ils vont juste pour déposer le bulletin dans l'urne le jour venu. Oui, et ceux qui sont gênés de voter pour Trump en anglais, on les appelait les shy Trumpers. Mais pourtant, les partisans de Trump, ils avaient l'air quand même bien mobilisés sur le terrain. Là, on a vu plusieurs images de ces rallyes. Oui, c'est vrai ça. On vient de parler des électeurs plutôt gênés ou méfiants. Mais c'est vrai qu'il y avait une partie des républicains qui étaient très mobilisés. Et ça aussi, ça va expliquer une autre raison pourquoi la différence entre les sondages et les résultats d'Indion. C'est que la plupart des républicains, eux, ils vont aller voter. Coûte que coûte, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont mettre leur bulletin dans l'urne, tandis que le Parti démocrate, c'est plus un engagement, plus mou, plus les idées, mais le cœur, il est pas vraiment. Parce que on sait que dans la frange des démocrates, il y a beaucoup de jeunes qui sont plutôt de la frange démocrate, mais on sait que les jeunes aussi vont pas souvent voter. Donc, oui, peut-être qu'ils ont répondu au sondage, oui, je vote démocrate, oui, je vais voter, mais rendu au jour des élections, peut-être que, justement, ils vont se trouver quelque chose d'autre à faire ou leur conviction n'était pas assez forte pour aller voter. Donc, dans la population, il y a sûrement des chances que le pourcentage d'appui pour le Parti démocrate est vraiment plus important que pour le Parti républicain. Mais si les personnes ne se rendent pas dans les urnes, ces appuis-là, ils sont un petit peu inutiles. Ouais. Sinon, on sait que la COVID aussi, ça a été un sujet de campagne qui a été très, très, très important. Est-ce que la COVID peut avoir un impact sur les résultats? Oui, en plus d'être un sujet de campagne pour que les candidats débattent, c'est aussi une variante qui a influencé le vote. Pour savoir que les républicains et démocrates ne voient pas la COVID de la même manière. Je pense qu'on l'a vu avec les discours de Donald Trump versus Joe Biden. Là-dessus, il y a environ 50%, selon les sondages, il y a 50% des républicains qui voient la COVID comme étant une vraie menace à leur santé. Tandis que du côté démocrate, ils sont plus à 80%. Donc, on voit que les démocrates ont plus peur. Ça a plusieurs incidences. Tout d'abord, ça pourrait influencer le vote le jour du vote dans les boîtes de scrutin, parce que les républicains pourraient aller voter en personne et peu importe la foule, ils vont être plus enclins à attendre et aller voter. Tandis que pour les démocrates, les personnes qui pensaient se rendre en personne pour voter le jour du vote, s'il y a une grande foule, ils étaient peut-être plus enclins à revenir à la maison. Ça a influencé le vote sur une autre manière, c'est avec le vote par correspondance. On sait que les démocrates ont vraiment été plus nombreux à voter par correspondance. Mais il y a une chose qui arrive avec ce type de vote-là, c'est que tu as plus de chances que ton vote soit rejeté. Aux États-Unis, c'est pas vraiment comme les bulletins de vote qu'on connaît ici. C'est des grandes feuilles, tu votes pour le président, tu peux voter pour les gouverneurs, pour des sénateurs, pour des
voter. Tu peux aussi voter pour des référendums. Donc, c'est vraiment une grande feuille et il y a plusieurs endroits à cocher. Il y a plus de chances d'avoir des erreurs. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose, c'est que on était obligé de signer le bulletin de vote. Et là, on dit qu'il y a beaucoup de votes qui ont été rejetés parce que la signature concordait pas. Donc, en passant par la poste, il y avait plus de chances que les bulletins de vote soient rejetés, ce qui crée encore une petite partie de l'écart entre les sondages et la réalité dans les urnes. Et finalement, un autre élément que tu penses qu'il aurait pu jouer sur les résultats, c'est une question que les indécis se seraient posée dans l'urne. Oui, là-dessus, on parle vraiment des indécis, les vrais, ceux qui se décident quand ils sont rendus dans les isoloirs. C'est peut-être niaiseux à dire, mais il y a quand même une bonne portion des indécis qui se décident juste quand ils sont devant leur bulletin de vote. Et là-dessus, c'est important de se demander qu'est-ce qu'était la question qu'ils se sont posées, qui vont séparer leur choix. Là-dessus, je crois que ça a été les questions d'ordre économique plutôt que les questions d'ordre sanitaire qui ont été en jeu. Faut savoir que aux États-Unis, le filet social est vraiment pas comme ici. Les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID, ils n'ont pas eu de PCU et sont vraiment plus dans l'incertitude. Alors, les questions économiques aux États-Unis, ça compte beaucoup par rapport à la COVID. Et on a vu les derniers chiffres économiques. On a vu que Donald Trump, lors du troisième trimestre, a réussi à vraiment faire monter son économie. Il y a eu une hausse de 33% du PIB pour le troisième trimestre de cette année. Et ça, c'est vraiment majeur. 33% pour une année, c'est aussi gros que qu'est-ce qu'ils ont perdu au début. Donc, Donald Trump a quand même lancé des signaux forts comme quoi que côté économique, il était capable de remettre le pays sur les rails. Et ça a peut-être joué dans la tête du monde quand, si tu es un restaurateur, si tu travailles dans le tourisme ou dans l'industrie du service, et que tu sais que tu n'auras pas un programme de PCU derrière toi pour t'aider s'il y a quelque chose. Si tu as le choix entre une personne qui dit l'économie d'abord et on va tout faire pour garder le pays ouvert, et Joe Biden qui avait un masque dans le visage jusqu'aux oreilles et qui dit on va confiner, si tu n'as pas d'un programme gouvernemental derrière toi pour te soutenir, ben tu as peut-être plus de chances de voter pour républicain. Oui, bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas fini de parler de l'élection présidentielle de 2020. C'est à voir si on va revenir là-dessus dans une autre chronique, encore une fois. L'avenir nous le dira. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.